Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, les réalisations du Plan national de développement économique et social PNDS ont été nombreuses l'année dernière et embrassent tous les domaines d'activité selon un rapport soumis à la session du comité technique du plan réuni à Ouagadougou pour faire le bilan de 2017. L'Algérie pleure ses morts. 257 personnes au moins ont péri ce matin dans le crash d'un avion militaire qui faisait la liaison entre Alger et Tindouf. L'appareil, Nuluchin 76, s'est abîmé peu après son décollage dans un champ non loin d'Alger. Les membres du comité technique national du PNDS font le point de la mise en œuvre du plan national de développement économique et social au cours de l'année écoulée. Un rapport sur les résultats provisoires de son exécution est soumis à la rencontre pour appréciation. D'ores et déjà, le rapport met en exergue de nombreuses avancées comme la réalisation d'infrastructures sociales et routières, la gratuité des soins ou la reprise de l'économie nationale. Yacouba Gamene Moumouni Soubega, reportage. Le rapport 2017 de la mise en œuvre du PNDES, le plan national du développement économique et social, note des avancées dans presque tous les secteurs. L'exécution de ce référentiel de développement en 2017 a par exemple favorisé la consolidation du relèvement du rythme de la croissance économique avec à l'affiche le PIB qui passe de 5,9% en 2016 à 6,7% en 2017. Que ce soit au niveau de la justice, au niveau de la réforme de l'armée, au niveau de la réforme de l'administration, notamment les questions de gouvernance politique, administrative, locale, sur chacun de ces domaines, il y a des acquis notables. Il y a des avancées dans le domaine de la santé concernant la gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Il y a plus de 16 millions d'actes qui ont été posés et qui peuvent être attribués donc à ces facilités qui ont été, à cette gratuité qui a été permise par le gouvernement. Malgré ces avancées, les membres du comité technique national du PNDES ne comptent pas dormir sur les lauriers. Il y a encore des défis que ces derniers comptent relever. Il y a la question de l'évaluation de certains projets structurants qui sont dans la matrice du PNDES et pour lesquels les études n'ont pas beaucoup évolué. Donc il faut qu'au niveau des secteurs, les gens puissent faire la prise en charge une prise en charge adéquate et qu'on veille à ce que les études soient réalisées à temps. Il y a la contractualisation, les partenaires à choisir pour la réalisation des projets, il faut être plus vigilant pour sélectionner véritablement des opérateurs qui sont à même de réaliser les chantiers à date et dans de bonnes conditions de qualité. Au cours de cette session ordinaire, il est question d'examiner, de mesurer le chemin parcouru, mais aussi de proposer des orientations pour une mise en œuvre efficiente de ce référentiel de développement. L'ambassadeur de Chine au Burkina s'est entretenu hier avec le médiateur du Faso. Profitant de cette visite de courtoisie, le diplomate chinois a évoqué avec Sarah Seremé l'évolution des projets en cours et menés par les deux parties. Le bilan a été jugé satisfaisant par le Burkina et la Chine. Reportage Issa Kawedrago Olopoda. La Chine-Taïwan apporte son soutien au médiateur du Faso. Un soutien qui devrait dans quelques mois se matérialiser par la concrétisation du projet de réhabilitation des délégations régionales du médiateur du Faso. L'ambition est de rapprocher l'institution dirigée par Sarah Seremé des administrés. C'est aussi un projet qui est cher pour Madame le médiateur, parce que Madame, à travers un projet comme ça, il peut renforcer la capacité de médiateur qui rend service à la population, qui puisse mieux comprendre ce que le gouvernement a réalisé, et aussi pour créer un environnement de la paix entre l'administration et la population burkinabé. Favoriser le développement d'un climat de paix entre les populations et l'administration burkinabé, c'est l'objectif visé par le médiateur du Faso, qui compte inaugurer les délégations régionales du centre et du centre-nord d'ici à fin 2018. La première session de 2018 de la Chambre criminelle de la Cour d'appel de Bobo-Dioulasso se tient depuis hier. Plusieurs dossiers, dont des affaires
d'assassinat, de meurtre, de viol et de tentatives de vol à main armée sont inscrits au rôle de ces assises. Une vingtaine d'accusés seront appelés à la barre pendant 8 jours. Reportage Martin Zerbo, Moumouni et Baro. Au total, 27 accusés vont passer à la barre pour s'expliquer sur les faits qui leur sont reprochés. Aux côtés des juges, cette journée consacrée à l'ouverture des audiences connaît également la participation des autorités administratives, communales, militaires et paramilitaires de la ville. Toutes les conditions sont donc prêtes pour enfin éplucher les 20 dossiers qui sont à l'ordre du jour. Ça consiste à juger des dossiers criminels. Alors, les dossiers... Il y a des dossiers d'assassinat, de meurtre, de coups mortels, de CBV aggravés, des dossiers relatifs aux violences faites aux femmes et aux filles, et des dossiers de détournement de deniers publics. Voilà. Pour cette session, beaucoup de changements sont intervenus sur le plan technique. Plus de jurés lors des audiences. Les jurés sont remplacés par des magistrats professionnels. Ça veut dire que les crimes seront jugés par des magistrats professionnels. Et si ce sont des magistrats professionnels, on va demander aux juges qui ont pris la décision de la rédiger et de la motiver. C'est-à-dire expliquer dans leur décision pourquoi ils ont condamné telle personne ou bien pourquoi ils l'ont relaxé. Pour le coup d'envoi des jugements, la sanction est déjà connue pour le premier accusé. Prison à vie pour avoir décapité son fils de 5 ans en novembre 2011 dans la commune de Sidéradougou. Les travaux de construction de l'université Ouaga 2 se poursuivent à l'est de la capitale. Le nouveau président de cette université, Adjima Tombiano, a pris le pouls du chantier hier matin. Cette visite lui a permis de s'enquérir des difficultés afin d'y apporter des solutions. Bref, le nouveau président a encouragé les entreprises à redoubler d'efforts pour achever dans les meilleurs délais les travaux de construction de cette université. Jean-Eudes Bayala, Bouma Ernest Nebier. Appelé à diriger désormais l'université Ouaga 2 qui commence à prendre forme, le tout nouveau président de cette université, le professeur Adjima Tombiano, était sur les lieux pour constater l'état d'avancement des travaux de construction. Une visite à l'issue de laquelle il a signifié toute sa satisfaction quant au niveau général des chantiers. Alors, je crois que jusque-là, ce que nous avons constaté, c'est vrai, il y a un bon niveau d'exécution de l'ensemble des travaux. Je parie que lorsque Gouansé deviendra une réalité, même les étudiants de Ouaga 1, professeur Joseph Kizero, voudront bel et bien suivre les cours ici, parce que ce sera un site quasiment complet. C'est ce que j'appelle vraiment un village du futur. Parce que sur place, vous allez rencontrer vraiment toutes les infrastructures pédagogiques, mais aussi tout ce qui est mesures d'accompagnement en termes sociaux. Et aussi, quand même, on a vu qu'il y a des zones qui sont dégagées pour des activités commerciales, au profit donc de ces populations et de ces étudiants. L'une de ses préoccupations majeures en initiant cette visite était de s'imprégner des grosses difficultés qui entravent l'exécution des travaux, notamment celles liées à l'indemnisation des populations. Il y a quand même de grosses difficultés en termes de démarrage de certains ouvrages. Naturellement, c'est dû au problème d'indemnisation des populations, toute question qui reste légitime. Et quand on sait que c'est des zones d'habitation et des zones de production, ces populations attendent d'être indemnisées avant de pouvoir libérer les sites. Bon, je crois que nous allons rentrer naturellement en négociation avec ces populations pour qu'elles puissent comprendre que vraiment c'est l'avenir du Burkina qui est en jeu, c'est l'avenir de leurs enfants. Le chantier de cette université créée en 2008 a connu dans le temps beaucoup d'arrêts. Et la priorité de son nouveau président est de peser de tout son poids pour l'accélération des travaux de construction afin que l'université Ouaga 2 puisse être opérationnelle dans un futur proche. L'université Ouaga 2 est située à Gouansé, à la sortie de Ouagadougou, juste après le péage route de Fada. Après la visite au roi du Zungrantenga, la direction générale de la loterie nationale burkinabé s'est rendue à Boussouma. Une visite de courtoisie auprès du Dima pour recueillir ses conseils et bénédictions. L'occasion était belle pour la nationale des jeux de hasard de doter le royaume d'instruments de musique. Roger Kam, Zoubaviel, David Dabiré.
Le tambour royal annonce l'arrivée d'invités de marque dans le royaume de Bousouma. Le directeur général de la LONABE, Simon Tarnagda, et ses collaborateurs viennent recueillir conseils et bénédictions auprès du Dima en vue d'accomplir au mieux les missions à eux assignées. Et comme signe de leur gratitude à la bienveillance du chef coutumier, ils offrent au royaume un lot de présents essentiellement constitués d'instruments de musique. Il s'agit effectivement d'un lot d'instruments de nos traditions, de nos valeurs ancestrales, qui sont les bendas, en singulier bendré, des lumse, singulier lunga, et des roudsi, en singulier roudga. Ce sont des instruments de magnificence de la chefferie, de nos valeurs, de toutes les valeurs ancestrales que nous avons hérité bien sûr de nos valeureux ancêtres. Et ce sont ces instruments-là qui sont dans toutes les cours royales au niveau de notre pays. Un geste symbolique à plus d'un titre. Pour le donateur, c'est une contribution au renforcement du patrimoine culturel national. Quoi qu'on dise, quoi qu'on pense, la tradition, c'est notre boussole. La tradition, c'est notre repère. La tradition, c'est notre guide. Et vous constatez aujourd'hui dans ce pays qu'on s'éloigne de plus en plus de la tradition. Dans notre tradition, le respect de l'aîné est un repère. Et lorsque nous nous écartons de ça, vous constatez ce que nous constatons aujourd'hui. Et la nationale des jeux de hasard compte poursuivre son geste en dotant les palais royaux de ses instruments. Une façon pour elle de soutenir la préservation des valeurs culturelles au Burkina Faso. L'Algérie a connu aujourd'hui la pire catastrophe aérienne de son histoire. Un Ilyushin 76 de transport de l'armée qui a décollé d'Alger pour allier Tindouf a terminé sa course dans un champ à proximité d'une autoroute entre Boufarik et Blida. Le bilan provisoire fait état de 257 morts. Les secours qui sont arrivés sur les lieux du crash étaient à la recherche d'éventuels survivants. Un crash aérien survenu aujourd'hui en Algérie. Un bilan provisoire fait état d'au moins 257 morts. C'est un avion de transport de l'armée algérienne qui s'est écrasé peu après son décollage près de la base aérienne de Boufarik, à une trentaine de kilomètres au sud d'Alger. Selon le ministère algérien de la Défense, les 10 membres d'équipage auraient péri ainsi que 247 passagers, pour la plupart des personnels de l'armée et des membres de leur famille, sans faire état d'éventuels survivants. L'appareil serait un Ilyushin 276, un gros porteur de fabrication russe prévu pour transporter au maximum 140 passagers. En février 2014, 77 personnes, des militaires et leurs proches, avaient trouvé la mort dans l'accident d'un Hercule C-130. Le face-à-face entre les soldats de la MINUSCA et des milices armées au quartier PK5 de Bangui se poursuivait hier, au moment où des responsables onusiens séjournent dans la capitale centrafricaine. La MINUSCA a engagé des opérations dimanche dernier pour arrêter des chefs rebelles, ce qui a fait monter la tension dans les quartiers de Bangui. Plusieurs personnes ont été tuées, blessées ou arrêtées. Tension en République centrafricaine après l'attaque dimanche d'un camp de la MINUSCA à Bangui par des individus non identifiés en représailles à une opération lancée par la Force des Nations Unies. L'offensive menée conjointement avec les forces centrafricaines et visant à démanteler des groupes armés dans le quartier du PK5 a fait au moins 2 morts et 56 blessés, parmi lesquels 11 casques bleus en majorité égyptiens selon l'ONU et des sources médicales. D'après le porte-parole de la MINUSCA, 8 personnes appartenant à 2 de ces groupes armés ont été arrêtées par la structure onusienne qui a également saisi de la drogue et des munitions après la prise de contrôle des bases. Malgré la détermination des casques bleus à démanteler ces groupes déguisés en unités d'autodéfense, ici au quartier PK5, populations et milices ne cachent pas leur désaccord avec la méthode onusienne. On a eu un peu de mise-entente avec le MINUSCA. Elle veut nous désarmer par les forces. Et pour cela qu'on a refusé. L'opération de la MINUSCA intervient après un regain de violence au PK5, quartier musulman et poumon économique de la capitale centrafricaine Bangui, qui était jusqu'ici relativement épargné par les violences des divers groupes armés dans le pays.
Fin de parcours pour les étalons dames éliminés à Banjul après la défaite au tir au but face à leurs homologues gambiennes. À l'aller à Ouagadougou, les Burkinabés l'avaient emporté par 2-1. C'est ce même score qui a sanctionné la manche retour en faveur des joueuses gambiennes. Il fallait donc recourir au tir au but, séance qui a été fatidique pour les nôtres. Amado Ilboudo, Christelle Paré, reportage à Banjul. Les étalons dames ont joué de malchance mais aussi de maladresse dans ce match retour. Dès l'entame, les scorpions qui se savaient en retard sur le score affichent leurs ambitions. Adama Tamba, la star et buteuse maison, donne l'avantage à sa sélection à la 20e minute. Les Burkinabés acculés et face à l'offensive gambienne cèdent en offrant un deuxième but à leurs adversaires. 2-0 pour les locales jusqu'à la mi-temps. La deuxième partie est dominée par les protégés de Adama Dambélé. Salimata Sempore rétablit la parité parfaite à la 53e. Les deux sélections se tiennent avec beaucoup d'engagement physique et terminent le match sur le même score qu'à l'aller, 2-1 cette fois pour la Gambie. Au tir au but, le Burkina réussit à 3 de ses 4 tirs contre 5 sur 5 pour la Gambie qui arrache sa place pour le deuxième tour éliminatoire. On a eu des occasions de but, la finition n'a pas été aussi comme on le voulait. Si on avait concrétisé nos différentes actions de but là, je pense que ça allait mieux aller. Et ensuite, la circulation de balles habituelle, on ne l'a pas aussi faite parce que l'état du terrain n'était pas du tout ce qu'on a l'habitude de rencontrer chez nous. Tous les matchs que nous jouons, on a un meilleur stade, un meilleur gazon que le gazon qu'on a eu aujourd'hui. Nos filles ne sont pas habituées. Les Scorpions, grâce à ce succès, sont toujours en course pour la qualification à la CAN Ghana 2018. Mais pour espérer jouer les phases finales, elles devront sortir le pays le plus titré, le Nigeria, qui à lui seul détient 10 titres sur les 12 dernières éditions. Les prochaines présidentielles au Nigeria et au Mali, ainsi que les réformes constitutionnelles au Tchad, sont commentées par les journaux. Inutile de vous dire que l'actualité internationale domine la revue de presse de Vincent Tiendrebeogo. Mali, le pays où tout le monde veut être président. C'est un commentaire du journal Le Pays qui rappelle que les Maliens sont attendus aux urnes en juillet prochain pour élire un nouveau président. Et si ce président était Ibrahim Boubacar Keïta, car il est probable que le locataire du palais de Koulouba soit dans le starting block. Même s'il ne s'est pas encore déclaré formellement, ses récentes tournées à l'intérieur du pays s'apparentent à une campagne avant la campagne. Soit Ibeka aura alors affaire avec une multitude de candidats, parmi lesquels certains de ses anciens ministres et premiers ministres, sans oublier son challenger à la présidentielle passée, Soumaïla Cissé, et même que Diankounda Traoré, père de la transition politique malienne, est annoncé. Cela traduit la vitalité de la démocratie malienne et signe que les fils du pays n'abandonnent pas malgré l'adversité du terrain malien. Sauf à craindre qu'il y ait des candidats fantaisistes comme cela est de coutume sous nos tropiques. Au Nigeria, c'est le coup de poker de Buhari qui fait parler dans Sidoya. Pendant que le président nigérien peine à achever son mandat en cours, Muhammadu Buhari a surpris lundi en annonçant sa candidature à une réélection en 2019. La victoire est assurée par la grâce de Dieu, ajoute-t-il, selon les informations du journal. Signe que le général à la retraite n'est pas prêt de prendre sa retraite malgré son âge et ses ennuis de santé, avec des allers-retours fréquents entre Abuja et les cliniques londoniennes. Corruption, économie, sécurité, toutes les promesses ne sont pas au rendez-vous dans ces domaines. On se demande alors comment Buhari va convaincre ses électeurs dans toutes ces conditions. Au Tchad, vive le roi Idriss. Là, c'est un président qui ne discute pas de ses réélections. Tapis rouge déjà déroulé jusqu'au-delà de 2021, fin de son 5e mandat en cours. Plus Idriss Déby gouvernera seul, sans premier ministre, tout en se refusant un vice-président. Tous les pouvoirs se trouvent désormais concentrés entre les mains de l'ancien petit berger de Berdoba, affirme le journal. Ses partisans prétendent s'inspirer de l'exemple béninois. Or, le Bénin n'est pas le Tchad, souligne l'Obs, car au Bénin, les présidents se succèdent depuis un quart de siècle, tandis qu'au Tchad, le président se succède à lui-même depuis plus d'un quart de siècle. Vive le roi. C'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTV. Excellent après-midi à toutes et à tous.